Donc maintenant, nous allons voir l'un des trois principaux stabilisateurs automatiques pour vous illustrer comment le tout fonctionne. En fait, quand on parle des stabilisateurs automatiques, je vous rappelle que ce sont des mécanismes, donc des politiques mises en place par les gouvernements. Généralement, on va dire que ce sont des politiques sociales, avec un S, des politiques sociales qui vont conduire, on va dire naturellement à l'équilibre de plein emploi. Donc, en d'autres termes, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des mesures, donc des programmes existants, mis en place par le gouvernement, qui vont stabiliser l'économie et qui vont naturellement la contraindre à se situer toujours dans un contexte de plein emploi. Donc, on ne sera pas dans une situation de, comment dirais-je, d'écart récessionniste permanent, ni d'écart inflationniste permanent. Donc, eux, on va dire que ce sont des mesures, on va souvent les appeler les mesures cycliques. Donc contre les cycles. Donc ça veut dire que si nous sommes dans une situation de croissance économique, donc si on est dans une situation de croissance économique, les stabilisateurs automatiques vont naturellement ralentir la croissance. Évidemment, vous comprendrez que c'est la même chose que si on est dans une situation de décroissance. Là, je ne le remarquerai pas, les stabilisateurs automatiques vont stimuler la croissance. Donc, sont vraiment contre les cycles. Donc, si nous sommes dans une phase cyclique de croissance, elles vont réduire l'impact de cette croissance, tandis que si nous sommes dans une situation de décroissance, c'est le contraire, elle va venir qu'à stimuler. Donc, on va prendre un des trois principaux stabilisateurs automatiques qui existent. Il y en a plusieurs, mais les trois principaux sont, en général, on va parler du système d'éducation. On va également parler en deux du système d'impôt progressif. Donc, progressif dans le sens que le montant d'impôt payé par les gens varie selon leur revenu. Donc, plus une personne est réputée avoir un revenu élevé, plus elle va en général payer plus d'impôts. Et le troisième, c'est tous les programmes, on va parler d'assurance, chômage, ou le terme un peu plus correct, assurance emploi, et les fameuses aides sociales. Donc, les systèmes qui viennent de mesures de secours. La PCU pourrait rentrer à l'intérieur de ce type de programme-là, bien entendu, puisque c'est un programme canadien de prestation d'urgence de revenus. Donc, parlons-en de l'assurance emploi. L'assurance emploi. Donc, la manière de démontrer en fait l'impact d'un stabilisateur automatique, c'est toujours de repartir de l'équation de départ. C pour les consommateurs. Là, on va aller vite. I pour les investissements. Gouvernement, G, plus exportation, X moins I. M, P pour les importations. Donc ici, ce qui va être en jeu, c'est vraiment, je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair. Je vais souligner les acteurs qui vont être activés. Donc on va avoir, on ne voit pas du tout cette couleur-là. Je vais prendre, oui, voilà. Donc, on va voir le gouvernement, donc les dépenses gouvernementales qui vont être en jeu et les dépenses des consommateurs. Donc, illustrons le tout. Donc, on va regarder ces deux acteurs-là qui vont jouer le rôle de stabilisateur automatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance emploi, on va appeler AE, la demande, en fait, d'assurance emploi, elle est faite par les ménages, donc les consommateurs. La demande d'assurance emploi est faite par les ménages. Donc, on va parler des consommateurs. Prenons deux conditions.
si nous sommes dans une situation où le chômage augmente, donc on va parler d'une augmentation du chômage, généralement, on voit que la demande d'assurance emploi augmente. C'est logique. Plus de gens perdent leur emploi, plus ils vont demander à avoir l'assurance emploi ou l'assurance chômage. Et ça inclut aussi l'aide sociale. Hein. Ce n'est pas réservé à des personnes qui sont oisives devant le travail, mais c'est une aide d'urgence pour les personnes qui n'auraient, par exemple, pas du tout d'assurance chômage pour subvenir à leurs besoins. Donc, l'inverse, lorsque le chômage tend à diminuer, ce qu'on observe, c'est que la demande pour ce type de service-là, ce petit de service, tend à diminuer. Donc, c'est le principe d'un stabilisateur automatique. Bon, vous allez dire, on ne voit pas grand-chose, mais on va y venir. La question qu'il faut se poser, c'est que l'assurance emploi, qui paie pour l'assurance emploi? Donc, d'où viennent les revenus que l'assurance emploi va prendre et qu'elle va verser techniquement aux employeurs? En réalité, c'est les travailleurs de toute l'économie qui vont verser un certain montant au gouvernement, que le gouvernement va prendre ces fonds-là, va les stocker de côté et il va attendre en fonction de la conjoncture économique. Donc, si on est dans une situation qui est dans une situation de récession, bien, on va s'attendre à ce que le gouvernement verse une partie de cet argent. Donc, en théorie, ça c'est en pratique, c'est la réalité. Donc, c'est tous les travailleurs qui vont contribuer au fonds de l'assurance emploi. Il n'appartient pas au gouvernement, ce fonds-là, c'est un fonds des travailleurs, mais c'est le gouvernement qui l'administre. Mais en théorie, nous, on va dire que c'est le gouvernement qui supporte ces dépenses. Ces dépenses. Donc, c'est lui qui va verser la prestation des revenus. Donc, c'est lui qui va supporter les dépenses. Pourquoi on dit qu'il va supporter les dépenses? Bien, la dépense qu'il va faire, ce sont des dépenses qu'on dit courantes. Donc, c'est lui qui va verser le salaire au consommateur. Donc, regardons la chaîne au complet. Disons que nous sommes dans une situation de récession. Vous allez voir pourquoi on dit que c'est des stabilisateurs automatiques. Donc, on est dans une situation de récession causée par une baisse de la demande agrégée, par exemple. On va voir une augmentation du taux de chômage, parce que nous sommes dans une situation de récession. On va voir au même moment une augmentation de la demande d'assurance emploi, E pour assurance emploi. Donc ça va se traduire comment? C'est-à-dire que les dépenses gouvernementales, G, vont augmenter parce que les agents économiques demandent à avoir des revenus. Donc eux, les dépenses du gouvernement vont augmenter. Cet argent-là va aller à qui? Eh bien, elle va aller aux ménages qui en ont fait la demande. Donc, qu'est-ce que les ménages vont faire avec cet apport de revenus? En général, elles vont le consommer. À la limite, en supposant, par exemple, qu'elle perd complètement son revenu, c'est le gouvernement qui va compenser, donc en augmentant les dépenses. Donc, il y a deux façons de voir. C'est soit que les deux augmentent ou cette augmentation-là compense celle-ci. Moi, je présente celle où les deux augmentent. Donc, qu'est-ce qui arrive? La somme des effets, on reprend notre équation, dA plus est égal, là on va juste restreindre à C plus G, bien on voit que les deux ici augmentent, donc on a assiste à une augmentation de la demande agrégée. Donc on est démarré, on a commencé au temps 0 avec une diminution de la demande agrégée, qui s'en est suivie par une hausse du chômage, par une augmentation de la demande d'assurance emploi, qui s'est traduit par une augmentation de la demande agrégée. Donc, visuellement, à quoi ça va ressembler? Graphiquement, pour que vous puissiez visualiser en fait l'effet des stabilisateurs automatiques. Puis pour ce faire, on va démarrer avec le traditionnel petit graphique IP, Y réel. Là, pour le bien de la démonstration, je vais le faire en 3 temps pour vous illustrer. Donc, OACT, offre agrégée court terme, indice implicite des prix. Oubliez-le pas, celle-là. Oups. Ça, c'est plus dur de tracer. Et voilà. Bon. Demande agrégée, OACT. Il ne faut pas oublier d'identifier nos équilibres. Ici, c'est PIB potentiel égal à mon PIB réel au temps 0. Donc, voilà. Nous sommes dans une situation. Au départ,
nous sommes dans une situation de plein emploi, un équilibre de plein emploi. Donc, il existe du chômage, mais c'est le chômage dit naturel qui est composé du chômage structurel, du chômage frictionnel ainsi que du chômage saisonnier. Petit rappel, révision pour votre examen. Donc, situation 1. Situation 2 maintenant. On va dire que la demande agrégée diminue pour toutes sortes de raisons. Peu importe l'explication, on va dire par exemple que les Américains cessent d'acheter nos produits. Donc, ça veut dire que les exportations chutent massivement. Donc, si l'exportation chute, la demande agrégée chute également. Donc, on va assister à une baisse des A1. Plutôt, on va des A2. Je vais juste identifier mes choses correctement. Là. 1, 1, 1. Bon. Donc, 2 qui est identifié ici. Donc, nouvel équilibre. Y2 est inférieur au PIB potentiel, donc au ALT. Nous sommes dans une situation d'un écart récessionniste ici. Donc, on a au même moment une baisse du niveau des prix. Voilà, j'ai fait une erreur terrible. J'ai oublié d'identifier mon équilibre de IIP 1. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la situation de ce que je vous parlais. Je vais juste essayer de remonter. Voilà. Donc, nous sommes dans une situation d'un écart récessionniste. Donc, nous sommes ici, là, officiellement. Je vais même le marquer en rouge. Oups. Donc, ça, c'est notre situation en 2. Donc, bang, arrive écart récessionniste, rentre en ligne de compte en 3, les stabilisateurs automatiques. Stabilisateur, lequel, à l'occurrence, l'assurance emploi. Donc, on sait ici qu'en raison de la récession, donc de la baisse de demande, on a une hausse du chômage. Pourquoi on le sait? Eh bien, si le PIB diminue, c'est généralement associé à une hausse du chômage. Je vous dis généralement, c'est quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Donc, hausse du chômage. Stabilisateur automatique, excellent. Ils se mettent en fonction. Le chômage, comme je vous le dis, augmentation du chômage. Ça va impliquer une augmentation de la demande D pour demande AE pour assurance emploi, qui va causer une augmentation des dépenses publiques et dans une moindre mesure, une augmentation de la consommation des ménages, mais probablement que l'effet le plus puissant, c'est celui-là ici. Donc, lui, je vais juste le mettre juste pour le souligner parce que c'est indiqué dans votre manuel. Donc, demande agrégée, je vous rappelle, c'est C plus G plus I plus EX moins IM. Donc, on sait que ça va probablement augmenter. Et lui, c'est certain qu'il augmente. Donc, qu'est-ce qui arrive à ma demande agrégée? Demande agrégée numéro 3 va augmenter. Donc, on va se refaire une droite ici. Je l'ai fait un peu croche pour que vous puissiez la voir. Donc, on est parti de cette situation-là et on a vu une augmentation de la demande agrégée qui a naturellement retourné en situation de plein emploi. Maintenant, pourquoi ça ne dépasse pas? Donc, pourquoi on n'a pas ce type de DA-là? Parce que si on aurait, par exemple, réinjecté trop massivement de l'argent par le biais de l'assurance emploi, bien, on aurait assisté au phénomène inverse. On se serait retrouvé dans une situation de suremploi qui aurait fait en sorte que l'assurance chômage, la demande d'assurance chômage diminue et donc on retourne de façon naturelle vers l'équilibre qui, dans ce cas-ci, égal au PIB potentiel. Donc voilà, c'est une petite capsule vidéo pour vous illustrer comment fonctionnent les stabilisateurs automatiques. Je vous rappelle qu'il y en a 3 qui sont, il y en a plusieurs, mais les 3 principaux sont généralement le système d'éducation, l'impôt ainsi que les assurances emploi. L'impôt, pourquoi? Parce que plus les gens, dans une situation où nous sommes en écart inflationniste, donc en suremploi, donc en pénurie de main-d'œuvre, les salaires se mettent à augmenter, les gens gagnent plus cher et de cette façon-là paient plus d'impôts, ce qui va faire en sorte que ça va diminuer leur consommation et tranquillement, pas vite, retourner à une situation de plein emploi. Et dans le cadre de l'éducation, surtout s'il est considéré comme un système d'éducation publique, c'est qu'en période de récession, les gens vont retourner généralement sur les bancs d'école. Donc, au lieu de parler d'assurance emploi, ils vont aller sur les
les bancs d'école se reformer, se remettre à jour. Et le gouvernement, encore une fois, c'est lui qui finance l'éducation, surtout au Québec où l'éducation est relativement peu dispendieuse par rapport à d'autres provinces. Donc, ça va faire une demande pour l'éducation. Donc, au lieu de parler de demande d'assurance-emploi, on parlerait de demande d'éducation. Donc, de cette façon-là, augmenterait les dépenses pour l'appareil public, donc les dépenses du gouvernement. Donc, voilà pour ce qui est des dépenses des stabilisateurs automatiques.